On va d'abord aller pour une dizaine de minutes, essayer de vous donner quelques repères plus épidémiologiques. Je reprends ma casquette d'épidémiologue et de chercheur. Donc, l'impact de la crise Covid sur la santé mentale. Donc, la diapositive suivante. Donc, c'est la diapositive suivante. Allez-y. Alors, un peu de... Je ne sais pas, Maureen, si vous pouviez passer la diapositive suivante. Oui, j'y suis. Celle-là ou la suivante? La suivante. Alors, ça rame. Voilà. Non, dans la précédente. Voilà, donc ça c'est le contexte. Donc le Lancet a sorti tout dernièrement cette carte qui montre que la prévalence des troubles dépressifs suite à la pandémie a augmenté dans des proportions allant de 10 à plus de 38% dans le monde. Bon, c'est tout de même, ça donne une petite idée des conséquences de la pandémie. La suivante, s'il vous plaît. Et puis, la suivante dit, bon, la santé mentale, on ne va pas revenir là-dessus, hein, c'est un état de bien-être physique, mental et social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc, vous avez aussi le cosmos mental qui explique bien ce qu'est la santé mentale. Et puis, rappelez aussi que l'OMS dit pas de santé sans santé mentale, puisque la santé mentale a été mise dans les politiques publiques en particulier comme un problème de santé publique générale. La suivante, s'il vous plaît. Alors, les coûts humains et financiers, bon, on les connaît, mais l'OMS le répète sans arrêt, le fardeau économique est considérable, pas uniquement en soins directs et en soins indirects, c'est 100 milliards d'euros par an, 20 milliards en soins directs, 80 milliards en soins indirects. Les conséquences sur la perte de productivité, les années de vie perdues, l'augmentation de la mortalité sont considérables. La dépression est devenue la première cause d'incapacité mondiale. On l'attendait en 2020, c'est arrivé en 2020. Alors en France, donc je disais, les coûts sont importants. Les personnes meurent. Alors les études de Magali Coldefi montrent que les personnes qui ont des troubles mentaux sévères, qui ont des ALD, meurent entre 15 et 16 ans avant la moyenne générale de la population. Et puis tout de même, il y a une place, ce qui est à dire, c'est que l'OMS, mais aussi l'ONU, ont remis en place la santé mentale, puisqu'il y a une inclusion de la santé mentale dans les objectifs de développement durable. Donc, vous avez 17 objectifs de développement durable, et parmi ceux-là, il y en a bien 12 qui impactent quasiment directement sur la santé mentale. Voilà. Et l'OMS demande la couverture sanitaire universelle, parce que dans beaucoup de pays, il n'y a pas de psychiatrie, il y a très peu de psychiatres, mais si vous n'avez pas de prise en charge, ne serait-ce que des aides, des recours aux infirmiers quand il y en a, aux psychiatres quand il y en a, aux médicaments, eh bien, vous n'avez pas, si ce n'est pas pris en charge dans la couverture sanitaire universelle, vous n'avez pas de prise en compte de la santé mentale. Donc, la suivante, s'il vous plaît. Alors, bon, en France, donc la suivante. Voilà, en France, donc, il y a eu deux grandes études. L'étude Covid-PRED de Santé publique France, qui est vraiment intéressante, puisqu'elle a repris toutes les semaines des notions de dépressivité et d'anxiété, mais pas uniquement, aussi alcoolisme, toxicomanie, mais aussi troubles du sommeil, on verra. Donc, Covid-PRED, donc c'est les facteurs associés à l'anxiété, à la dépression et à troubles du sommeil. Voilà, donc ça a été plus important chez les personnes qui avaient des antécédents de troubles psychologiques, les gens en situation financière difficile, les catégories sociales les moins favorisées, les inactifs, les femmes et les individus de 24 ans. Enfin, les 35-49 ans concernant les troubles du sommeil. Et la hausse des symptômes dépressifs a été observée pour tous les profils sociodémographiques. Donc, ça a été la fameuse deuxième vague de problèmes de santé mentale liés au Covid. La suivante, s'il vous plaît. Donc, l'étude Covid-PRED, alors bon, bonne nouvelle quand même encore, c'est 80% des Français déclarent avoir une perception positive de leur vie en général. Ça, on sait aussi qu'on peut avoir des troubles, avoir une conception positive de sa vie, et heureusement, c'est toute la question du rétablissement, mais c'est tout de même moins de 5 points avant ce qui existait avant l'épidémie. 17% à un état dépressif de niveau élevé, c'est plus de 7 points par rapport à l'épidémie, à ce qui existait en 2019, et 23% des signes d'anxiété, c'est plus 9 points par rapport
au niveau de l'épidémie. Alors, les problèmes de sommeil des Français, ça c'est tout de même important, c'est plus 17 heures épidémie, mais moins 4 par rapport à la dernière vague. On peut voir tout de même qu'il faudra voir ce que va donner cette vague actuelle et la suivante, mais qu'il y a tout de même une amélioration, une résilience au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Et ça, c'est tout de même un bon signe, parce que sinon, ce serait une catastrophe pour tout le monde. La suivante, s'il vous plaît. Donc, alors, ça, c'est intéressant, ça a été le travail qui a été fait par l'adresse sur le passage des urgences pour gestes suicidaires à tout âge. On voyait que ça a tout de même bien diminué, une baisse d'activité sur les 3 confinements. Alors, il y a néanmoins, alors pourquoi les urgentistes ont tiré la sonnette d'alarme et les psychiatres? C'est parce que la baisse était moins forte que pour l'activité globale des urgences. Donc, il y a eu proportionnellement, plus de personnes qui avaient des gestes suicidaires aux urgences que pour le reste. Voilà, donc ça a pu, ce qu'on a dit, ça a pu amener un ressenti de hausse, en particulier pour les urgences psychiatriques. Et alors, en 2021, une intensification des TS et des idées suicidaires. Alors, les suicides, par contre, on n'est pas sûr, alors que c'est comme toujours dans les crises mondiales, on a généralement une baisse des suicides. Il faudra qu'on vérifie ça avec les données de l'adresse et de l'INSEE. La suivante. Voilà, donc les données DRES, qui a aussi une enquête sur 2500 personnes qui suivent régulièrement. Les inégalités de genre, donc les femmes en première ligne dans la réponse sanitaire, voilà, plus exposées au risque de violence conjugale, ça vous en souvenez, on l'a bien vu, avec une explosion aussi du nombre de repérages des violences conjugales. Alors, les gens enfermés, évidemment, ça n'a pas produit des choses extraordinaires. Les inégalités territoriales par rapport aux quartiers défavorisés, donc l'adresse insiste là-dessus, hein. Les risques sont plus fréquents, surtout quand les conditions de logement sont mauvaises. Voilà, l'activité professionnelle n'était plus en présentiel. Voilà. Et enfin, les personnes en établissements médico-sociaux et EHPAD, là, on a eu un risque d'explosion et dégradation de l'état de santé dû à l'isolement qui était assez net et qui a été prouvé. La suivante. Voilà, les personnes en grande précarité, c'est un peu ce que je vous disais, les sans-domicile, les réfugiés. Les inégalités sont multidimensionnelles, donc vous avez un cumul de risques face au virus et au confinement. Ça, véritablement, ça a été montré dans toutes les études qui sont sorties. Voilà, et ça confirme l'effet de loupe dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça a affecté les populations déjà vulnérables, ça a renforcé les inégalités sociales et de santé préexistantes. Alors, EpiCov, en 2021, on était très inquiet pour les jeunes en 2020. Il y a une tendance quand même à l'amélioration chez les jeunes, mais ils présentent encore plus de syndrome anxio-dépressif qu'avant la première phase. La suivante. Alors, les droits. Alors, les droits, ça a été pendant la période de fermeture, d'enfermement qu'on a tous vécu, ben, ça n'a pas été extraordinaire. Il y a une aggravation de la stigmatisation et chute des droits à l'hôpital. Le contrôleur des lieux de privation de liberté a pu signaler des doubles internements psychiatriques et sanitaires, alors que la liberté est affirmée comme thérapeutique, donc ça posait un problème considérable. Mais il y a aussi, on a vu par rapport à la psychiatrie, des stratégies locales innovantes pour réduire le recours aux soins sans consentement et l'enfermement. On a vu aussi baisser de 30% les hospitalisations. Donc, ce qui était impossible devient possible soudainement en phase d'épidémie. Et on a vu, bon, ça a été dit aussi par Gilbert tout à l'heure, il y a eu la mise en place concrète de la politique de sectorisation de la cité. La e-santé, c'est tout de même de l'aller vers, malgré tout, c'est de prendre contact directement avec les gens là où ils sont. Les téléconsultations qui étaient impossibles pour des raisons philosophiques ou techniques sont devenues possibles pour tout le monde. Voilà, les équipes mobiles, on a vu que, parce que c'était le seul moyen d'aller voir les patients, on ne pouvait plus bouger. La réorganisation ambulatoire qui a eu lieu a été très intéressante. Le développement, alors les CLSM, on va en parler tout à l'heure, ont été actifs. L'implication des collectivités, et on a vu l'importance des associations d'usagers et d'aidants quand elles pouvaient intervenir. La suivante. Donc, en conclusion, ce qu'on avait dit pour la situation, les libertés, c'est bleu, blanc, rouge. Hein. Liberté, c'est plutôt moins. L'égalité, ça a été suivant les lieux et les personnes. Et la fraternité, oui, parce qu'on a tout de même, il y a eu une protection sociale de l'ensemble des citoyens qui a été mise en place. Et il y a eu tout de même énormément d'actions de solidarité qui sont remontées
au niveau des interventions essentiellement micro-locales et locales. Donc ça, c'était tout de même une bonne surprise, je pense, cette crise pour la situation en France concernant les droits. La suivante. Voilà, alors les constats et perspectives, donc évidemment je vais très vite pour tout ça, hein. C'est anticiper la prochaine épidémie qui arrive, hein. Voilà, alors c'est des données générales, hein, la valeur de l'apprentissage des pays ayant une expérience dans les réponses régulières en situation de crise, l'intégration de la santé mentale, c'est un pilier du rétablissement des pays. J'ai vu dans certains pays africains, tout de même, ils ont plus l'habitude de gérer les crises sanitaires, ça a été plus facile pour eux. Il y a eu tout de même une acclimatation assez difficile pour nous, alors qu'on pense qu'il faut intégrer tout de suite la santé mentale dans les questions dès qu'on a une épidémie ou des catastrophes qui interviennent sur tout le pays. Alors, la nécessité d'une approche syndémique pour une réponse des politiques publiques, donc intégrée, intersectorielle et interdisciplinaire, ça on l'a bien vu pendant cette crise, l'approche doit être globale, véritablement. Et puis ensuite, vous avez eu la déclaration de tous les ministres de l'OMS Europe, donc des 53 pays européens. Donc la pandémie qui a été dévastatrice à bien des égards offre aux pays l'occasion de repenser et de reformuler leurs services de santé mentale et de réformer. C'est une opportunité qu'aucun pays ne peut se permettre de perdre si nous voulons reconstruire mieux et plus fort. Alors ça demande un investissement pour la santé mentale et ça demande une réforme qui va vraiment vers les soins communautaires et vers l'intégration de la santé mentale dans la communauté. La suivante. Voilà, alors, oui, ça c'est... Voilà, donc je terminerai en disant que les CLSM ont eu un rôle assez important, mais ça va être l'intervention suivante de Fanny Pastan. Et puis, ça vous donne quelques repères en sachant que véritablement, au point de vue épidémiologique, je pense que d'ici 1 an ou 2, avec du recul, on verra beaucoup plus clair sur ce qui s'est passé sur cette pandémie. Enfin, les données sont déjà assez intéressantes. Alors, c'est vrai qu'on s'était posé la question, surtout au CSEMS, de la diffusion de ces données. Santé publique France a fait un très gros travail. Bon, il y a peut-être aussi un travail d'accompagnement et d'explication au fur et à mesure des données. Enfin, il faudrait que le baromètre soit retranscrit d'une manière beaucoup plus simple, on peut dire, et beaucoup plus accessible. Et ça, il y a peut-être un travail à faire, peut-être qu'on reprenne avec Santé publique France tout ça. Voilà, je vous remercie.